Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne InSport. Dans un contexte sanitaire et économique particulièrement difficile, de nombreux clubs ont un peu partout dans le monde fait le pari de rester raisonnables sur le marché des transferts. Sauf en Angleterre, où des transactions mirobolantes ont été réalisées en attendant sans doute d'autres folies d'ici au 31 août. Le chroniqueur Philippe Auclair décrypte ce phénomène. Les transferts de Harry Kane à Manchester City et de Lautaro Martinez à Tottenham ne sont pas encore finalisés, s'ils ne seront jamais. On attend toujours que West Ham, Everton, Newcastle et Brentford fassent sentir leur présence sur le marché des transferts. Les clubs anglais ont encore plus de 3 semaines avant que la fenêtre des transferts ne se ferme jusqu'au 1er janvier 2022. Et pourtant, alors que le reste du football européen, signé par les effets de la pandémie, songe d'abord à sauver ce qui peut l'être. La Première Ligue, elle pourrait bien établir un nouveau record des transferts cet été. Alors les pertes cumulées de ces 20 clubs sur la saison 2019-2020 avaient dépassé le milliard d'euros. 16 d'entre eux avaient achevé cette campagne avec un solde négatif, et tout laisse penser qu'ils auront sans doute 20 sur 20 à cette épreuve lorsque le moment viendra de faire les comptes de l'année qui suivit, pendant laquelle les stades sont demeurés vides. Cela n'a pas pourtant pas empêché ces 20 pensionnaires actionnaires du championnat le plus populaire du monde d'avoir dépensé 537 millions d'euros nets au 12 août. Nous disons bien net, car le volume de transactions dépasse déjà le milliard en brut. Que la Première Ligue, qui est bien le championnat le plus riche du monde, si l'on ne prend en compte que le chiffre d'affaires dépense plus que les autres. Nous en avons pris l'habitude. Mais qu'elle soit capable d'écraser ses concurrents de la sorte dans le contexte actuel, cela a quelque chose d'incompréhensible, quand le marasme actuel aurait dû avoir un effet de remise à plat des ressources dans le football tout entier ou à tout le moins de temporisation, car personne ne fut épargné. Or cela n'est pas le cas. Ce ne sont pas que les locomotives habituelles qui amassent le bois dans leur chaudière. Leicester et Crystal Palace, par exemple, ont chacun investi plus de 50 millions d'euros nets dans leur recrutement estival. Et ni l'un ni l'autre club n'ont pour propriétaire le membre d'une famille royale ou un oligarque russe dont les motivations premières ne sont pas d'équilibrer les comptes, mais d'acquérir une légitimité ou d'assouvir un désir de suprématie qui est d'abord personnel. Il est des exceptions comme Southampton, Brighton ou même Aston Villa, malgré les 118 millions d'euros perçus pour la vente de Jack Grealish à Manchester City. Mais il y en a toujours eu. Prise dans son ensemble, la Première Ligue se comporte aujourd'hui comme si la pandémie n'avait été qu'un mauvais rêve. Ce qui paraît absurde, de tous les pays d'Europe, le Royaume-Uni est celui qui demeure le plus touché par le virus, en termes de nouvelles infections, d'hospitalisation et de décès. Même si le pays vit aujourd'hui comme si la crise appartenait au passé, ceci expliquant en partie cela. L'économie britannique ne se porte pas non plus mieux que les autres. Des nations du G7, la Grande-Bretagne est celle qui a le plus souffert de la pandémie en termes de contraction de son économie. Comment expliquer alors que ces clubs continuent de dépenser comme si rien n'avait vraiment changé, au-delà du fait que la suspension de facto du fair play financier par l'UEFA a rompu les rênes qui retenaient plutôt mal que bien les clubs anglais les plus dispendieux? Évacuons de suite la thèse d'une sorte de folie collective qui aurait saisi le football anglais. Les choix qui ont été faits n'ont rien à voir avec la presque hystérie qui avait saisi la Première Ligue lors de son Big Bang du début des années 2000, quand des clubs comme Leeds United avaient perdu tout sens commun et brûlaient l'argent qu'ils n'avaient pas comme s'il s'agissait de produire la flamme la plus haute dans un feu de joie. Ce à quoi nous assistons est le résultat d'une réflexion basée sur les perspectives à plus long terme de ce football. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus de fonds d'investissement en majorité américains se tournent vers la Première Ligue. Cette semaine encore, le businessman américain John Textor a acquis 18% du capital de Crystal Palace, un club qui luttera une fois de plus pour éviter la relégation, pourtant pour une centaine de millions d'euros. Pourquoi?
Parce que selon les investisseurs américains, le football en général et la Première Ligue en particulier demeurent sous-évalués. La Première Ligue offre également une certaine sécurité, en ce qu'elle prend soin de partager équitablement la plus grosse tranche de ses revenus, à savoir les droits de transmission de ses matchs sur les réseaux TV et les plateformes numériques. L'échec sportif n'est pas puni aussi sévèrement en Angleterre qu'il est dans les autres grands championnats européens. Même si le système des paiements parachutes pour les équipes reléguées en Championship n'est plus aussi généreux qu'auparavant. Comme les risques sont moindres, on peut en prendre davantage. Pour peu qu'on en ait les moyens, l'Angleterre demeure le premier choix des investisseurs étrangers. La Première Ligue a également assuré son assise financière pour les saisons à venir en renouvelant les termes de ses contrats avec ses grands diffuseurs au Royaume-Uni, Sky, BT et Amazon. La stagnation de ces revenus sur le marché britannique est d'autre part compensée par la hausse des droits perçus à l'étranger, dont la croissance ne se dément pas, Chine exceptée. Le retour du public dans les stades avec des jauges à 100% semble-t-il, encore que tout ne soit pas encore tout à fait clair dans certains cas, aura vite fait de rééquilibrer les comptes. Plus vite en tout cas que dans d'autres pays européens, plus soucieux des exigences sanitaires. Le succès des clubs anglais dans les compétitions européennes, enfin, irrigue ces plus grands clubs de ressources qui échappent à leurs rivaux continentaux. Si le football anglais finance les autres championnats européens en allant y chercher beaucoup de ses joueurs, on ne doit pas oublier que les plus gros fournisseurs de ces clubs demeurent anglais. En achetant Grealish, Man City a permis à Aston Villa d'aller chercher Lionel Bailey au Bayer Leverkusen, mais aussi Emiliano Buendia à Norwich et Danny Ings à Southampton. Pour le reste de l'Europe, ce doit être un avertissement. En temps de crise, ceux qui ont les moyens d'acheter s'en tireront toujours mieux que ceux qui n'ont d'autre solution que de vendre. Et les clubs anglais font partie des premiers. 1,14 milliard pour être précis. Si les comptes de la saison 2020-2021 ne seront publiés que l'hiver ou le printemps prochain, dans la plupart des cas, les premières indications suggèrent que ces pertes seront encore plus conséquentes pour cet exercice.